pizza. Attends, je vais partager d'abord. J'ai d'abord. J'ai d'abord. Les gens ne sont pas encore connectés. Spanish, Ibir. Salut Kader. Salut Kader, salut Kader. Je sais pas si les gens reçoivent la notification ou pas. Voilà, mais je sais pas. Ils viennent ici. Au lieu d'attendre comme ça, likez, tapotez sur l'écran, comme ça vous allez liker. Où est l'eau, où est l'eau? Où est l'eau la culture du like? Où est l'eau? Mes bilouchènes. Je sais pas si des gens vont. Salut Dreamliner. Salut Dreamliner 787. Dreamliner. L'ambiance, personne lui like. Et c'est normal. C'est un live où il n'y a que des handicapés du doigt. Là comme Spanish, il est comme le chef d'orchestre. Espectador. Partagez, likez. Oh, regarde que boa live tá até. C'est mieux. Ali Tapinette. Die waren bonsoir commando. Oh, je dis plus commando là. Ouais, j'ai pas compris qu'il ne reçoit pas les notifications.
tu as un problème de connexion ou là? Ah non, ça va. Salut Chania, alors. Oui, elle n'a pas de ta question. Je te rassure, les notifications arrivent, Nordine, hein. Ah d'accord, ok. Ok, parce que j'ai vu que Bonsoir tout le monde. Bonne heureuse année. meilleur vœu, JB. Wesh, tu étais sur la route hier? Bonne année, bonne santé. J'étais sur la route. Merci beaucoup, Farid. J'étais sur la route, je suis rentré. J'étais fatigué, 5 heures de route. J'ai préféré rester tranquille. Oui. Les gars qui sont dans le chat, oh, il y a 25 déjà, il y a 8 likes. C'est pas normal, hein. C'est pas normal, ça, hein. C'est pas du tout normal. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Beaucoup d'accidents aéronautiques. Ben, c'est des périodes comme ça. Il y a des périodes où c'est comme ça. C'est pas une science exacte, hein. Bonne année, Kader. C'est pas parce que ces trucs, bon, ben, des fois il se trouve qu'il y ait des incidents et des accidents comme ça en séquence et ensuite il y a une accalmie et c'est comme ça. Bon, on peut rien y faire, hein. En plus, il y a, Ouais, c'est vrai que là, on a touché le gros lot en ce moment, là, hein. oui, 3 C'est crashs. vrai qu'il y a une recrudescence. Ouais, 3 crashs et 2 incidents importants, oui, c'est important. Faut dire aussi que Mais vraiment, je serais curieux d'avoir le fin mot de l'histoire du Coréen, là, hein. Vraiment, ouais. c'est bizarre ce truc, hein. Et le lendemain, la même compagnie, ils ont eu le problème de train au décollage. Ouais, ouais, j'ai vu ça aussi, ouais. Bon, ça, moi, j'ai mis ça sur l'effet yo-yo Et je pense que la veille. Enfin, l'accident qui s'est passé et tout, et donc voilà, les gens n'étaient pas dans leur meilleur jour, quoi, hein. Tout à fait, oui, c'est sûr que ça génère un stress qui Exactement, est bien sûr générateur d'accidents, hein. exactement. mais je pense pas qu'on ait le fin mot de l'histoire à travers les boîtes noires, hein. Si, 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 si. Si, si, parce que tu sais, le FDR, Mais il va non, parce que là, déterminer. Quoi? oui, mais justement, les moteurs étaient éteints tous les deux. Comment veux-tu que la boîte noire fonctionne? Oui, mais alors, elle marche la boîte noire, elle marche avec la batterie bus. Elle marche sur la haute batterie bus, c'est-à-dire la bus qui ne peut pas être déconnectée. Le seul moyen que la haute batterie bus ne soit plus alimentée, c'est que la batterie soit enlevée. Exactement. Donc rien à voir, Philippe, avec les moteurs, hein. Non, non. Et on saura Mais comment les moteurs sont arrêtés. Comment? Et Est-ce que ça a été une action pilote ouais, ou bien est-ce que ça a été une anomalie de fonctionnement, etc. Non, il n'y a aucun problème, hein. On saura exactement et avec le dialogue au poste de pilotage qu'on appelle le CVR, on aura tout, hein. Mais simplement, j'ai lu qu'il y avait le DFDR, donc le Data Flight Data Recorder, le Digital Flight Data Recorder, donc la boîte noire qui enregistre les paramètres avion. J'ai vu qu'ils l'avaient récupéré, mais avec un connecteur qui a été cassé. ouais. Alors bon, c'est encore autre chose, ça. Enfin, ils arriveront toujours à récupérer les données, hein. Ils arrivent, on les envoie aux États-Unis. De toute façon, ils les ont envoyés aux Ouais, États-Unis. ils vont les récupérer, les données. Maintenant, c'est beaucoup plus fiable, les boîtes noires. Exact. Donc, il y a il faut. une autre version qui apparaît là en ce moment. Laquelle? Il paraîtrait que bon, nous, on pensait que, enfin, nous, on parlait surtout d'une erreur pilote qui aurait éteint le deuxième moteur qui fonctionnait. Là, il paraîtrait qu'il y a eu une autre collision aviaire sur l'autre moteur. Ce qui est très possible aussi. Ce qui est plausible et qui Voilà. peut faire arrêter aussi le réacteur. Mais il y a eu un En tout cas, ça un bug illustre. stack. En tout cas, c'est certainement une illustration de ce que j'avais fait dans une de mes vidéos dans la prise de décision dans les cockpits, la prise de décision sous pression temporelle. Exact. Parce que si finalement l'équipage, sous pression temporelle importante, a décidé, n'ayant pas d'autre solution, de se poser
train rentré, volet rentré, etc. pour en fait faire un peu comme a fait Sully, hein, en quelque sorte, faire au plus vite. Bon ben, on s'aperçoit que des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein. Voilà. Ouais. Enfin, on verra. Donc on peut dire que le fait qu'il n'y ait pas eu de rien n'ait fonctionné, on peut parler quand même d'une panne d'énergie quelque part, hein. Même pas d'énergie. Le problème, si tu perds deux moteurs, c'est-à-dire ils ont payé remise des gaz. Il y a eu un risque aviaire, donc ils ont payé remise des gaz. Donc apparemment, ils ont perdu un moteur. Et probablement un deuxième risque aviaire à la remise des gaz, en perdant le deuxième moteur. Ou maintenant, s'il y a une mauvaise manipulation, on coupe le moteur, ça c'est autre chose. On verra ça avec le FDR et le CVR. Maintenant, revenir, comme disait JB tout à l'heure, le plus vite possible, faire un 180 degrés pour essayer de se poser. Et sans train, c'est-à-dire sans train, quand tu sors la manette de train ne sortira pas, tu n'as pas les moteurs, il n'y a pas d'hydraulique. Donc il fallait sortir absolument en manuel, donc prendre son temps. Maintenant, tu ne peux pas prendre ton temps parce qu'il n'y a pas les deux moteurs, je suis d'accord. Donc essayons de se poser. Bon, l'un dans l'autre, je vais te dire, moi dans ces trucs-là, je m'avancerai pas trop avant de voir surtout le FDR. Surtout. Oui, mais dans ces cas-là, Nordine, et Parce l'APU que alors? Et l'APU dans ces cas-là? Et l'APU, pourquoi n'a pas été. donc, d'accord, tu démarres l'APU, tu vas avoir de l'énergie, tu vas avoir de l'électricité, mais ça va pas te résoudre son problème de propulsion, hein. Exactement. Exact. Ça, l'APU ne sert qu'à générer de l'électricité et de l'air pour la clim, quoi, mais sans plus. En ayant de l'électricité, tu as également de l'hydraulique, parce que tu as des pompes hydrauliques électriques, hein, des électropompes, mais bon, ça règle pas ton problème. Ce qu'il faut bien concevoir, c'est tout le débat, c'est à quelle altitude ils ont perdu la propulsion. Exact. Parce que si tu as suffisamment d'altitude, que tu peux planer et que tu arrives à faire la piste dans des conditions normales et donc sortir ton train dans des conditions proches de la normale, on va dire, et sortir le train en dernière minute. Bon. Maintenant, si tout le débat est là. Moi, je me souviens, bon, je me suis craché avec une panne moteur au décollage. Bon, sur un petit avion, c'est vrai, mais quand on se crache comme ça, nous, on avait envisagé le crash train-rentrée, puisqu'on n'arrivait pas à faire la piste. On ne pouvait pas faire la piste. À la hauteur à laquelle on était, on n'avait pas la possibilité de faire la piste. De faire un 180 et de faire la piste, c'était pas possible. On n'était pas assez haut. Bon, on a décidé de cracher train-rentrée, parce qu'on allait se cracher dans un champ. Bon, il s'est trouvé que l'avion que je pilotais à ce moment-là, c'était un Arrow qui avait le train automatique, c'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine vitesse, le train sortait même si tu manœuvrais pas la manette de train. Et alors, finalement, on a oublié cette capacité de l'avion. Et quand on a vu le train commencer à sortir, on s'est fait la peur de notre vie en disant, pourvu qu'à ce moment-là, tout le train sorte, qu'il ait le temps de tout sortir. Parce que c'est toujours la même chose. Quand on sort le train en dernière minute, et là, s'ils n'avaient plus d'hydraulique, s'ils n'avaient plus rien, bon, il faut le sortir en secours, ça prend plus de temps que quand on le sort en normal. Alors la question qui se pose à toi, c'est si je le sors, est-ce qu'il va sortir tout entier et se verrouiller? Et est-ce que je vais pas encore me retrouver dans une situation plus grave avec un partial gear planning? Parce que se poser sur le vent, c'est une chose, mais se poser avec un partial gear planning, c'est encore autre chose. Tu vois? Donc non, on peut pas. C'est ce qu'on dit toujours. Hein, il faut surtout pas spéculer comme ça assis dans un salon à discuter. Il y a les gars qui étaient dedans. Ils ont fait ce qui, à l'instant T, leur semblait la seule solution à faire. Voilà. Voilà, tu as même Michoub Z31. Là, il faut pas écouter les racontards. Tout le monde peut dire ce qu'ils veulent. Ils disent que l'avion avait des problèmes 48 heures avant ce crash. Tous les avions ont des problèmes, même une minute avant le vol. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Qu'il y ait un problème, qu'il n'y ait pas un problème. Tu sais, les pilotes sont pas fous, hein. Quand il y a un problème dans un avion, ben, ils attendent qu'il répare, ou bien ils partent avec
minimum equipment list, donc un truc permissible pour y aller, hein, donc c'est pas des fadas. Hein. Oui, ça brille. Et bonne année. Salut, salut. Il n'a pas allumé son micro, ça veut dire qu'il a du bruit. Bonne année, meilleurs vœux. Chauffe le gars comme il est stable, voilà. Qu'est-ce que... Bonjour, bonjour tout le monde. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne heureuse année Ça fait également à plaisir toi. de vous retrouver. Ça fait un moment, hein. Tu es, Bonne et tu heureuse es- année. tu es au repos, non? On a fait 2 lives depuis. Ouais, ben écoute, moi j'ai pas mal bossé, beaucoup de déplacements. Ouais. Et là, j'ai réussi, sans rien faire ni rien demander, à avoir 4 jours d'affilée. Donc je suis parti dans mon fief et là je me repose, tu vois. Donc voilà. Et j'écoutais là depuis tout à l'heure, je sais de quoi vous parlez maintenant, l'actualité, je veux dire aéronautique, c'est tous ces incidents, ces crashs. Il faut pas tenir Je le sais que large. tout le monde parle de ça. Tout le monde parle de ça, donc bon. Non, mais tant qu'il n'y a pas les FDR, CVR, il ne faut pas s'avancer. Donc, on ne peut que supputer des choses comme ça, de sans plus. Hein. Bah, surtout Et ça, aujourd'hui, on a des images. Ouais. On a des images, tu vois, et voir l'avion du Kazakhstan là, comment il s'est crashé, ou alors encore plus impressionnant celui de Corée là. Je te dirais Euh, que l'incident du l'incident de Canadien là, je sais pas quelle compagnie au Canada. Air Tout Canada, ça, maintenant c'est la bataille des images, hein. On voit tout ça en live et comme c'est impressionnant, forcément, ben les gens parlent. heureusement pour 28 personnes dans le Kazakhstan, heureusement que l'avion s'est cassé en deux, Ouais, oui. ouais. quelque part. Mais les gars, ils ont dû voir les pilotes, ils ont dû voir leur fin arriver parce que apparemment, d'après le profil que l'on voit sur Flight Radar, ils se sont battus pour arriver à maintenir, ça montait, ça descendait, ça partait dans tous les sens. Hein. C'était assez chaotique comme vol. Hein. Salut Walid. Salut à tous, salut Nordin, salut Salut Fadi. Walid. Salut JB, salut Sabrina, on s'était pas vu depuis. Oui. Bonne et heureuse année. Bonne heureuse année Non, mais- également. Mais sinon, concernant Flight Radar, donc les avions sont suivis, c'est transpondeur, hein, c'est ça? C'est grâce au Oui, transpondeur. Ouais. mais à partir À de un ça, moment donné, vous savez qu'à un moment donné, il disparaît. oui, c'est à partir de Corée, il cette, disparaît carrément, hein, à un moment donné. à partir de cette Quelle attitude, je pense. de son attitude. Non, c'est une couverture radar du Flight Radar lui-même. Il ne commencera à le prendre en charge qu'à partir de 2005 ou quelque chose comme ça, ou 3000. Et Non, ensuite, non, non, Nordin, tu peux suivre ton avion jusqu'au sol si tu veux, hein. oui, Mais Ouais, jusqu'au parc, jusqu'au parc. le problème, c'est qu'à partir d'une certaine latitude, il n'y a plus rien du tout. Je sais plus quel. T'as vu, par exemple, les avions plus au sud, c'est un peu compliqué pour les avoir. ouais, ouais. Et puis, il faut qu'il y ait un link entre le centre de contrôle et la plateforme, je suppose, parce qu'ils peuvent pas. C'est pas Flight Radar qui capte comment dirais-je, les signaux échos. transpondeurs, hein. Les signaux. Les signaux transpondeurs, c'est le centre de contrôle qui les communique. Hein. Ouais, il doit y avoir un truc quelque part, parce que Il y a déjà, forcément un link. Il y a forcément Ouais, un link, parce- oui, absolument. Oui, oui. parce que c'est vachement protégé, tous ces trucs et tout. Toutes ces données sont protégées et quelquefois, Flight Radar fait même des erreurs. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à un équipage dernièrement qui faisait le vol entre Alger et Dubaï. Sur Flight Radar, le tracé, c'est qu'il survolait Israël. Donc, ni une ni deux, les autorités ont contacté Air Algérie en disant comment ça se fait que votre avion a survolé Israël. Et donc l'équipage a été convoqué, ils ont sorti le plan de vol technique, tout ça en disant nous, mais jamais. Voilà notre route. Maintenant, si l'écho Flight Radar nous donne vertical Israël, c'est pas nous, ça veut rien dire.
Donc, il ne faut pas prendre les positions de Flight Radar comme sûres à 100%. Surtout dans cette région. Surtout dans cette région, là où il y a des conflits et tout. Donc, il faut faire très attention. Quelquefois, bon, c'est un peu spécial, hein, mais c'est pas toujours juste à 100%. Même ce qui est arrivé au pauvre gars du Kazakhstan, c'est pareil, hein, c'est une perte de signal GPS. Et il s'est retrouvé dans une situation. Bon, c'est pas ça qui l'a fait cracher, mais il s'est retrouvé là où il fallait pas. n'est pas innocente. Quand j'évoquais Flight Radar, dans le cas où les deux moteurs sont out, est-ce que le transpondeur fonctionne toujours? Absolument, il marche toujours. Le transpondeur fonctionne par définition, par réglementairement, il fonctionne sur les stand-by buses, sur les bus essentiels. Les bus essentiels, c'est-à-dire la dernière alimentation électrique que tu perdrais dans un avion. Et les bus essentiels, elles sont alimentés en alternatif et en continu. Je ne vais pas t'expliquer tout le mécanisme. Même quand il te reste que la batterie, la bus essentielle alternative est encore alimentée par un inverteur statique. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, la batterie est vivante, le transpondeur, le transpondeur fonctionne et le Flight Data Recorder et le CVR fonctionnent. Il faut savoir aussi que quand un avion est en détresse, en emergency, il affiche un certain code de transpondeur et c'est repris par Flight Radar. Et plus tard, tu vois que sur Flight Radar, ils disent un vol Intel a affiché le code transpondeur d'urgence, mais on ne sait pas pourquoi. Ils mettent des points d'interrogation. Ça arrive souvent, hein. Et il y a Absolument. certaines compagnies qui, elles, ne sont pas équipées qui n'ont pas de safety bureau. Et quelquefois, c'est comme ça qu'ils savent que leur avion a un problème. De toute façon, Farid, il faut bien te mettre dans l'idée qu'il y a des instruments totalement essentiels dans un avion et que ceux-là, ils sont jamais perdus, hein. Il faut vraiment une catastrophe complète pour que ça s'arrête, hein. Il y a aussi, il n'y a pas que le transpondeur parce que nous, quand on fait des vols locaux, on n'est pas apparu sur Flight Radar. Mais quand on dépose un plan de vol, à ce moment-là, on apparaît sur le truc. Donc je crois que le plan de vol aussi est lié pour quelque chose. Donc, quand on te met sur Oh, le mais c'est site, surtout, quand vous faites des vols locaux, vous avez un code transpondeur? Oui, c'est l'ATC qui nous donne. Ils nous disent afficher Non, tel. donc vous affichez un code transpondeur. Oui, bon, bah alors. C'est ça. ouais, mais bon, là, normalement, bon, pour les vols locaux, c'est considéré comme. Peut-être un code transpondeur générique. Enfin, je veux dire, c'est pas un code transpondeur spécifique au numéro de vol, quoi, ou à C'est l'immatriculation. pas pour une traversée ou pour une Généralement, navigation. ça suit. Par exemple, quand j'entends celui derrière moi, il a un numéro de plus que le mien. Généralement, ça suit. Je ne sais pas s'ils ont une liste à donner ou ils commencent par 1200. Par exemple, quand je fais le premier vol, j'ai 1201, par exemple, et ainsi de suite. Ouais, mais quand c'est des vols locaux, normalement, c'est sous-entendu, comme disait JB, que c'est un truc local et que n'étant pas même les vols d'essai n'apparaissent pas. Pourtant, ils ont un code transpondeur. Ils mettent Alpha 2000 des fois ou là. Les vols d'essai, même les vols des locaux pour les PL et tout, c'est pareil. Donc, oui, c'est en relation avec un plan de vol ou avec une navigation ou une traversée de zone ou quelque chose comme ça. Il y a Amina qui a une question, là. J'ai une petite question, si vous permettez. Amina. La migrante, si elle veut. Vas-y. Où est-ce qu'elle est? Emina, where are you? Alors, je vous invite à regarder la dernière. Bon, j'ai reçu une notification YouTube hier, me semble-t-il.
Aldostérone concernant ce crash. Parce que lui, apparemment, il le suit, donc il est en contact avec quelques personnes comme ça, bon, il a des informations. Mais alors, ça va dans un contresens de tout ce qu'on dit là. C'est pour ça que mes questions étaient orientées aujourd'hui. Quand je vous parlais justement des boîtes noires qui étaient désactivées quand les moteurs étaient éteints, c'est lui qui firme. Et Non, non, il dit qu'il n'a aucun espoir de ce côté-là. non, non, Voilà. je confirme. Et les boîtes noires n'ont rien à voir avec le fait que les moteurs soient coupés, ou arrêtés, ou endommagés, ou quoi que ce soit. On te le confirme. Techniquement parlant, Là, c'est pas comme ça. je Sinon, vous invite à regarder cette vidéo parce qu'il y a des contre. oui, mais bon. Ouais, mais bon, ça veut pas dire que Attends, les soyons aldostérone, très, il est sympa, mais bon. soyons très clairs. Dans la logique même de l'aviation. Qu'est-ce qui est essentiel dans un avion? Alors, il y a le transpondeur, il y a le CVR, le DFDR, il y a les instruments commandant de bord, d'accord, qui sont fondamentaux. La planche commandant, elle est pratiquement jamais perdue. Elle ne peut pas être perdue. Voilà, parce que ça, c'est la logique même de l'architecture d'un avion, d'accord? Donc, quel que soit le type d'avion, ils sont tous construits sur le même modèle. Il y a ces trucs-là qui sont intangibles, qui ne peuvent pas être perdus. Voilà, comme la possibilité de sortir le train, quel que soit X en manuel, tout, on a toujours cette possibilité. La possibilité de sortir les volets, il y a toujours la possibilité de sortir les volets. À moins qu'il y ait une panne sur les volets, mais au niveau alimentation, il y a toujours la possibilité. C'est la réglementation qui l'impose. Hein. C'est pas que c'est pas le bon vouloir des constructeurs. Hein. Ouais, c'est ce qui m'a étonné. Moi, je sais qu'il y a toujours redondance, hein, ça, je le sais. Et ce qu'il affirme là, ça m'a vraiment étonné. C'est pour ça que, bon, j'ai voulu avoir votre avis. Regardez ce qu'il dit, mais bon, là-dessus, l'architecture des avions de ligne, on connaît quand même. Hein, et tous les avions de ligne, ils sont conçus de la même manière. Hein. Ils respectent une règle, c'est pas au bon vouloir. Hein. C'est une obligation que les boîtes Il noires. parlait même juste, Hein? Comment Philippe? je te disais, il parlait même des anciens pilotes, justement. Quand un moteur était en feu, il disait que les instructeurs demandaient aux pilotes, enfin, enseignaient aux élèves pilotes que de pousser, même de ne pas l'éteindre, même s'il dégageait 20% ou 30% de sa capacité, c'est toujours utile. Ne jamais éteindre le moteur en feu. C'est-à-dire, Non, non. il ne risquait pas, de toute C'est façon, au il était sol. mort, il était mort. Il ne risquait pas d'exploser. Mais ça, c'est au sol, c'est dans Ah non, la en vol, en checklist. vol. Ouais, il faut continuer. Hein. En vol? Non, En Philippe, vol, en vol. Philippe, Philippe. Soyons un peu logiques avec nous. Un moteur qui prend feu, oui, il pousse. Je suis d'accord. Il pousse. Mais jusqu'à l'altitude où il faut faire la checklist pour l'arrêter. C'est-à-dire 400 pieds, ICAN, Maintenant, s'il prend feu en l'air, c'est pareil. Mais ce moteur, il faut l'arrêter. Ce feu, plutôt, il faut l'éteindre. Et d'ailleurs, il est prévu que, même si tu percutes deux fois de suite et que ça ne s'éteint pas, là, on passe à une checklist qui s'appelle Inextinguishable Checklist. C'est-à-dire, maintenant, c'est revenir se poser ou se poser le plus vite possible parce que ça risque de s'embraser de partout. Donc, un moteur prend feu, il faut l'éteindre. Maintenant, quand on dit, quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Pour le rush, pour la séquence des procédures. C'est-à-dire ne pas s'emballer et aller sur le listing de la checklist, de la première ligne à la 5e, 6e, revenir à la 10e et repartir. Non. Faire la checklist en séquence, arrêter ce feu. Ça, c'est primordial. Et avec le Psalik Tawad, ça, c'est le béaba dans l'aviation. Je rappelle, pour compléter ce que vient de dire Nourdine, la checklist, par exemple, sur 727 ou 737 200, les anciens. En cas de feu réacteur, au décollage, pas d'action avant la HSD, excepté arrêter la sonnerie après identification du moteur.
C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas, on monte jusqu'à la HSD avec le moteur en feu. À la HSD, on fait la procédure Exactement. feu réacteur, on fait la procédure qui est une memory item, on coupe le moteur, on tire le coupe-feu, machin, et on rentre dans le troisième segment, et à ce moment, et ce n'est qu'après qu'on va faire la checklist read and do. Mais on décolle avec le feu, effectivement, on ne se précipite pas à couper un feu réacteur juste au décollage, voilà. Mais on attendra la hauteur de sécurité au décollage. Voilà, c'est tout. Mais Justement, JB, il trouvait ça aberrant que, par exemple, justement, il avait posé la question à des pilotes. Il trouvait ça aberrant en approche, à l'atterrissage. Tout d'un coup, tac, un moteur tombe en panne, des alarmes de toutes les couleurs sur les pavés, enfin dans le cockpit. Il trouvait aberrant qu'il y ait go round pour effectuer toutes les checklists, les memory items, etc., pour revenir se poser. Il disait que c'était aberrant alors que la piste était à vue et que le gars il pourrait se poser. Il se ferait taper sur les doigts, bien évidemment, parce que la procédure n'est pas celle-ci. Mais c'était plus safe pour lui. On parle de deux choses différentes là. Si on a une panne moteur en finale, il est évident qu'on doit continuer. Mais attention, on doit continuer l'atterrissage, mais attention, il y a un problème de configuration. Il y a un problème de configuration parce qu'avec un moteur en moins, la configuration au volet n'est plus la même. Exactement. Alors, la question qui se pose à nous, c'est, et d'ailleurs, Boeing a réglé le problème, tous les avionneurs ont réglé le problème de cette manière-là, ils te disent plus ou moins la même chose, à captain discretion, retract flaps to 15, rentrer les volets à la valeur requise pour un atterrissage monomoteur. Mais at captain discretion, parce que tout dépend de la hauteur que tu as par rapport au sol, de ta vitesse, etc., etc. D'accord? Bon, là, je suis d'accord que tu as une panne moteur en finale, que tu dois continuer l'atterrissage, j'ai même pas la peine de songer à une remise de gaz. Je suis d'accord. Maintenant, le feu réacteur, ce que tu disais tout à l'heure, le feu réacteur, le laisser tourner, non. Le feu réacteur, et pour quelqu'un comme moi qui a déjà eu un feu réacteur, je te garantis que quand tu as un voyant feu réacteur allumé, t'es pressé de l'arrêter. Crois-moi. Et la remise des gaz, là, attends, je sais ce que tu veux dire. Je devine un petit peu ce que tu veux dire. Et la remise des gaz, on ne sait pas encore à quoi elle a été due. Donc on ne peut pas leur jeter le dévolu comme ça, ils ne sont pas là pour en témoigner. On va voir le FDR. Le FDR va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Le CVR va dire ce qui s'est passé la discussion entre eux. Parce que si je te parle pas. Des gaz, là, Nordine, excuse-moi, je te parle pas du vol de Corée, là, je te parle en général, hein. En général. Moi aussi, je te parle en général, pas seulement de trucs. En général, tu arrives en finale, tu as un feu moteur ou une panne moteur. Maintenant, il peut y avoir à ce moment-là même une remise des gaz, mais avec des conditions bien précises. Ce n'est pas parce que tu as eu ce moteur qui est tombé en panne ou en feu que tu vas te dire, c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, at captain decision. Oui. Parce que là, le gars, il a une fraction de seconde pour décider. Est-ce qu'il est plus safe de se poser ou de remettre les gaz? Parce que si on remet les gaz, c'est qu'il y a une raison. Il va remettre les gaz pour traiter le problème. Peut-être que dans la configuration où il était, quand n'importe lequel qui va se présenter dans une piste, on ne parle pas surtout du coréen. Lui, au moins, il a fait une remise des gaz en 0,1. On ne sait pas pourquoi il a remis les gaz. Maintenant, on ne sait pas. Il faut qu'on le sache à travers les données qui vont être mises dans le rapport factuel. Mais là, la décision est à prendre tout de suite, c'est-à-dire tout de suite, en une fraction de seconde, décider, se poser ou remettre les gaz. Si un gars remet les gaz, eh ben c'est parce qu'il a jugé bon de remettre les gaz pour traiter le problème et revenir de façon plus safe. Maintenant, le gars qui se pose et qui n'a pas décidé de remettre les gaz et qui sort par exemple de la piste à droite ou à gauche pour X raisons où il percute la planète, il aura aussi, il prendra sur les doigts s'il lui arrive rien du tout. D'accord? Donc l'un dans l'autre, on ne peut pas se mettre à leur place. Que ce soit de ceux de Corée ou l'un d'un autre. Non, il y a une pression. Je voudrais répondre à Alicia. Terrible, ça, c'est clair. Ouais. Moi, je voudrais répondre à Alicia qui pose une question intéressante. Qu'arrive-t-il à la vitesse réelle en cas d'effet de sol?
en fait, il arrive rien à la vitesse réelle en cas d'effet de sol. Il arrive des choses à la traînée et à la portance. C'est-à-dire que, comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, lorsque l'avion rentre en effet de sol, le downwash diminue. Donc, comme le downwash diminue, la traînée induite diminue et la portance augmente légèrement. C'est-à-dire que quand on rentre en effet de sol, le fait que la traînée diminue diminue la décélération de l'avion, et le fait que la portance augmente légèrement, elle a tendance à faire... Tu as disparu. Tu as disparu, JB. traîner et sur la portance de l'avion. Alors, JB, tu as il une. doit se poser sur le... JB, tu as une. Il y a un problème à la fin. Oui, Attends, Walid. JB, tu as été saccadé en dernière explication. Ah, d'accord. Alors, je répète, donc, l'effet de sol, il joue sur la traînée induite et il joue sur la portance. Donc, il y a légère augmentation de la portance, diminution de la traînée induite. Donc, diminution de la décélération de l'avion. Donc, ce que l'on attend, nous, quand on vient pour se poser, on voudrait bien que l'avion décélère relativement rapidement. Manque de peau, là, il décélère moins vite. Et il a tendance à flotter, il a tendance à redécoller, parce que la portance augmente légèrement. Donc, ça, c'est déjà un point quand on se pose, avec les roues sorties, etc. Et l'effet de sol, il est bien évidemment lié directement à la hauteur des ailes par rapport au sol. Donc, quand on se pose avec le train rentré, l'effet de sol, il est encore plus important. Il est encore plus important, c'est ce qui s'est produit là lorsque cet avion s'est posé, si on reparle du cas du Coréen, c'est que, bon, déjà, apparemment, ils n'ont pas touché la piste exactement au touchdown zone, mais plus loin. Et en plus de ça, l'effet de sol a été encore plus important puisque les ailes étaient plus basses par rapport au sol. Donc, tout ça a joué en défaveur, bien évidemment, d'une décélération. Voilà. Justement, JB, est-ce que je pourrais te poser une question par rapport à ça, justement? On s'aperçoit donc qu'il atterrit sans train, ça c'est clair. Donc les moteurs touchent la piste. Il était cabré. Donc le centre de gravité, donc la queue touchait le sol. Le fait qu'il soit cabré, qu'il était à vitesse, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de portance, justement, qui fait que l'avion n'est pas ralenti? Une légère Non, portance. mais de toute façon, tu es obligé de cabrer parce que, étant donné que les volets sont rentrés, pour pouvoir voler, il faut un angle d'incidence beaucoup plus important que quand les volets sont sortis. Donc, il est normal qu'il soit cabré. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui avons fait des atterrissages avec volets partiellement sortis parce que pas de moteur, parce que ceci, parce que cela, ou parce que pas de volet, eh ben, la première des choses que l'on note, c'est quand on fait une approche avec moins de volets que les volets, le braquage volet habituel, eh ben, on a une assiette beaucoup plus cabrée. C'est normal, il faut avoir un angle d'incidence plus élevé pour avoir la même portance. Exact. Merci. Pourquoi y a-t-il beaucoup. Bon. Aussi, je voulais savoir si, excuse-moi encore une fois, Nordine, Ouais. là je monopolise un peu le guest. Non, vas-y. Pour faire un 180, quelle est l'altitude minimale? C'est pas une question d'attitude minimale, c'est que le problème, c'est qu'il était proximité sol, enfin, quand il a décollé. Maintenant, encore une fois, Philippe, vraiment, j'ai pas envie de dire des âneries ou là, des bêtises, encore une fois. Ça dépend qu'est-ce qu'il a eu. Maintenant, si tu as une. Nordine, Nordine, excuse-moi, est-ce que je te coupe la parole? Tu es focalisé sur le Corée. Moi, je parle en général. Moi, je parle plus du Non, Corée. Moi, c'est passé même ça. en général, il te faut, au-delà de l'attitude de sécurité, au-delà de 400 pieds, la HSD, nanana, tu montes 1005, tu fais un circuit et tu reviens pour faire le 180. Donc le circuit, c'est pratiquement un 180, tu vas faire une étape de base, enfin un virage, à droite ou à gauche, tu te reportes en vente arrière, tu rallonges un petit peu ta vente arrière et tu reviens en finale. Maintenant, on revient encore une fois en cas de problème. Est-ce que tu as de la puissance? Est-ce que tu as de la poussée? Qui te permet de monter? Tout dépend de ta propulsion. Est-ce que tu peux monter? Si tu peux monter, bien sûr,
tu vas monter à une altitude safe d'un d'un circuit aéroportuaire, et tu reviens. Donc il n'y a aucun problème. Après, tu peux tout faire. Prolonger une vente arrière, faire tes actions, aller sur une balise, faire un hold sur un point, faire un hold ou là sur place, sur vente arrière, faire un hold, demander. Tout ça, c'est sur demande. Tu fais une demande, tu fais toutes tes actions et tu reviens. Maintenant, euh, manque de peau. D'ailleurs, regarde ce qui s'est passé aussi. On revient au Concorde. Le Concorde de Gonesse. Le gars, il voulait faire à 180 degrés aussi. Hein, il voulait revenir. Hein. Il voulait même venir se poser contre QFU, mais manque de peau, il était déjà embrasé. Alors, et il est tombé sur Gonesse. Voilà. Tu sais, ça c'est encore une fois, si tu as les moyens de ta politique pour pouvoir poursuivre un semblant de vol, c'est-à-dire en altitude, pour pouvoir récupérer ce qu'il y a à récupérer ou faire tes checklists, oui, tu as toute la latitude de le faire. Mais si tu n'as aucun moyen de le faire, et ben à ce moment-là, eh ben, c'est une décision qui est prise comme ça, quel que soit le pilote. Hein. Il va essayer de se poser le plus vite possible. Il y en a même, si devant c'est clair devant, eh ben, il va se poser en face. Regarde, tu reviens à Hudson, c'est pareil. Hudson, on lui a donné la Guardia, on lui a donné le truc à droite, à gauche. Il a jugé en une fraction de seconde qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Bon, ben, il s'est dit, autant tenter le lac. Et ben, ça s'est bien terminé parce que ben, le lac était un petit peu gelé, ceci, cela. Bon, il y a eu des choses qui ont joué en leur faveur. Bon, c'est tout. Hein. En tout cas, l'altitude, la hauteur à laquelle on fait un virage, pour nous trois qui avons piloté ou qui pilotons encore des avions de ligne, je te garantis que faire un 180 à 500 pieds, Ah, c'est pas confortable du tout. Hein. Moi, je peux te dire, hein. Quand ça. tu pilotes un gros avion, vraiment en basse altitude, tu n'aimes pas trop virer. Et on a fait d'ailleurs Même les petits avions, hein, en se exercice, on le suicident. fait. Non, mais avec les gros, c'est encore pire. C'est pas terrible. En exercice, quand on faisait les locaux et tout, avant de faire des zero flight, hour flight, on faisait des exercices à 500 pieds. Et crois-moi, avec un 330, quand tu fais un 500 pieds à Alger pour tourner à gauche et revenir te poser, tu vois le sol proximity. Hein. J'ai l'impression que les ailes, les saumons d'ailes, ils vont toucher le sol. Exactement. Donc, avec Ouais, certainement. facteur vitesse, grandeur de l'avion, truc et tout, bon, c'est pas aussi évident que ça. Hein. Et c'est des virages serrés en plus. Alors, Et d'ailleurs, et c'est pour ça que, par exemple, quand on vous parle très souvent sur le live, on vous dit approche stabilisée 1000 pieds. Pourquoi il faut qu'à 1000 pieds, on soit stabilisé, que l'approche soit stabilisée, sinon c'est remise de gaz. Parce que en dessous de 1000 pieds, un avion de ligne, s'il est décalé par rapport à l'axe ou quoi, ou par rapport au plan, c'est pas du tout évident, compte tenu de son inertie, c'est pas du tout évident de le ramener dans les fenêtres de l'ILS, comme ça, hein, en radada, ce qu'on appelle en radada. Non, non, c'est pas du tout. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut tenir en compte. Hein. Il y a aussi le risque des décrochages à bas vitesse. Quand on fait des manœuvres à droite, à gauche, ben en fait, la vitesse de décrochage, elle augmente. Et ça serait très dangereux à basse vitesse et basse altitude de faire des manœuvres. Tout à fait. Amina a posé sa question ou pas? Non. Il n'y a rien Non, eu. pas encore. Non, il n'y a rien eu. Hein. Je vais remonter pour Il y a Eva, je pense que c'est Eva, je crois, non? C'est Eva qui nous demandait on est tous des pilotes. si on était tous des pilotes. C'est tous des pilotes que vous voyez là, sauf moi. Non, moi je suis étudiant pilote encore. Je suis pas encore pilote. Donc officiellement, il y a deux pilotes. Enfin, Non, non, t'es pilote. il y a deux à la retraite et un. Ah oui, excuse-moi. Ah, bah, je te J'ai confirme. mis, c'est moi qui ai répondu. On a 2 retraités et un actif. J'ai pas, j'étais oublié, Walid. Autant pour moi. Mais j'ai pas encore ma licence, donc. Ah oui, mais t'es quand même pilote. Tu commences déjà. Tu sais piloter un avion. Tu sais décoller, tu sais atterrir. Ça oui. C'est le plus important. Pardon.
خاوتي الله يحفظكم Mais ان quoi شاء qu'il en الله. soit, JB, je me, je me rappelle de tes propos où tu disais que, en fin de compte, la phase la plus dangereuse, on va dire, ouais, c'est le terme qu'on peut utiliser, c'est l'atterrissage, hein, quoi qu'il en soit. Oui, je suis pas tellement d'accord. Il y a les deux phases, on appelle ça les deux phases critiques. Le décollage aussi, Oui. attention. Bien sûr, c'est très dangereux. Les deux sont difficiles. Exactement. Mais disons, physiquement, au niveau des niveaux énergétiques, c'est de passer de 3 dimensions en 2 dimensions qui est le plus critique. Mais les deux sont difficiles. Et d'ailleurs, pour le décollage, c'est là où, dans la fraction de seconde qui suit le décollage, en boucle, ça tourne en boucle. Tu sais, le briefing, il est fait pour ça, hein. Dans le cas, dans le cas, dans le cas, dans le cas, dans le cas où on perd, dans le cas où on perd ça, dans le cas où on perd ça, dans le cas. Donc, il y a tout ça qui est répété pour que il y ait des cases remplies dans la tête pour que les actions vont suivre juste s'il y a un incident ou là, un problème et qui, qui vient arriver, si tu veux, juste après le décollage. C'est pas aussi évident. Eh ben, d'ailleurs, ce que tu dis là est parfaitement vrai et m'a toujours servi dans un autre domaine qui est la navigation à voile. Exact. Parce que je naviguais beaucoup seul, donc avec le pilote automatique d'un côté, et puis moi et j'étais tout le temps, parce que ça c'était un réflexe professionnel, tout le temps en train de me dire, s'il y a ça qui se passe sur le bateau, qu'est-ce que je fais? S'il y a ça qui se passe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un plan B? Est-ce que j'ai une solution? Etc., etc. C'est le fonctionnement de pilote, quoi. Mais sinon, Pour le moment, ça... le schéma Oui, vas-y. d'horizon est mis en branle, JB, ou pas encore, à ce Ah, stade? pas encore. Attends, il faut déjà qu'ils aient tout le data. Il faut déjà avoir tout le data. Il y a le data de l'avion, il y a le data des pilotes, il y a le data de la compagnie, il y a tout ça. Il y a énormément de choses qu'il faudra voir pour arriver à déterminer les responsabilités qui sont certainement nombreuses, hein. Il doit y avoir encore une fois, un Voilà. accident ne se produit pas pour une cause unique, hein. Je voulais Ouais. rajouter On a une information aussi concernant excuse-moi, Walid, ouais, je t'en prie. le directeur, me semble-t-il, de la compagnie donc coréenne, qui est interdit de sortie de territoire carrément, hein. Des mesures C'est des conservatoires. mesures conservatoires, ça c'est normal. Mesures conservatoires, c'est normal. Ouais, Farid, ce que je voulais te rajouter, c'est que en fait, ce Oui, qui rend Walid. le décollage critique, c'est en fait de gérer l'atterrissage en cas de problème. Donc ça revient toujours à rendre l'atterrissage le plus... Parce qu'en fait, on se dit, si on a un problème lors de décollage, comment on va gérer l'atterrissage? Bon, moi pour le moment, je vais gérer le thé. Alors à tout à l'heure. Ok, JB. Tea time. Sabri, Sabri, tu es bien tranquille, Lyon. Ou là, tu es déconnecté. Non, j'écoute sagement. Je rajoute rien à ce qui est en train d'être dit depuis tout à l'heure, puisque il n'y a rien à rajouter, quoi. Je voulais juste dire quelque chose au sujet de la panne. Par exemple, les pannes, je crois que c'est Farid qui parlait de ça. Quand on est en finale et qu'on perd un moteur, et qu'on est configuré déjà pour atterrir avec les deux moteurs et on perd un moteur. La question qu'on doit se poser, la première, c'est se dire, si je remets les gaz, je ne sais pas pourquoi le moteur s'est arrêté. Et si c'est pour la même raison qui a induit son arrêt, le deuxième s'arrête. Je vais me retrouver en l'air avec deux moteurs en panne. Et là, je peux te dire que c'est une autre paire de manches. Alors, le Exact. mieux, quand on est en finale, se dire, hop, j'ai perdu un moteur, allez, on change la configuration, puisque la configuration n'est plus la même, comme a expliqué JB tout à l'heure. Tu sais, c'est juste un bouton à appuyer et une manette à bouger. Ça prend, allez, 2 secondes. Et on revient dans une situation normale avec un moteur en panne. On fait rien d'autre, hein, même la checklist et tout, c'est trop tard, on n'a pas le temps. On atterrit d'abord. Et une fois qu'on est sur le sol, on prend le temps de faire la checklist s'il y a une checklist à faire. Et c'est tout. Et quand il y a le feu, quand on est en finale, on habitue les gens à ne rien toucher. Laisse tomber, c'est trop tard, on atterrit avec les deux moteurs qui tournent. Une fois qu'on est posé, on s'occupe du feu.
Exact. D'accord? Il faut savoir juste que le feu moteur, il est toujours à l'extérieur du moteur, il n'est pas à l'intérieur. À l'intérieur, il y a déjà le feu, Ouais. puisque tu as une chambre de combustion où tu as des températures qui dépassent les 1000 degrés, même plus que ça. D'accord? Donc le feu n'est qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Le feu, c'est toujours impressionnant, mais on a le temps. Par contre, le feu qui est à l'intérieur de la cabine, ça, c'est emmerdant. C'est plus emmerdant que le moteur. Ah, ça, c'est plus Là, je grave. peux te dire, quand tu as un feu dans la cabine, là, tu transpires. D'accord? Et juste une petite parenthèse. Par exemple, sur les Airbus, du moins, et Noureddin va le confirmer, quand vous avez une fumée dans les toilettes, vous savez, on a des passagers qui vont se griller une petite cigarette dans les toilettes, croyant être malins, et ben on a une sonnerie, et c'est la même sonnerie que le feu. Exactement. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois, je peux te dire que la poussée d'adrénaline est énorme. Surtout de Parce que tu nuit. dis, wow, Bah, surtout de nuit. tu En plus, transpires là. Asma, c'est souvent de nuit d'ailleurs. Exact. Surtout de nuit. Hein, souvent de nuit. Et là, je peux te dire que pendant les 2, 3 secondes, t'as les poils qui s'irrissent, t'as une petite transpiration le long de la colonne vertébrale et tu dis wow, 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 wow. Tu chopes une Et en amie. fait, c'est rien. Tu chopes une Et en amie. fait, c'est juste quelqu'un qui fume. Mais pour te dire que ça te met dans un état de stress, le feu, peut-être plus qu'une panne moteur, je dirais pas normale, mais juste une panne moteur. D'ailleurs, c'est la phobie de, enfin, c'était la phobie de Nordine, hein. Bah oui. Ah ben, c'est la phobie de tout le monde, hein. Le feu, moi je te dis, le feu, c'est, déjà, quand tu as un feu, tu dois savoir de quelle nature il est. Est-ce que c'est un feu électrique? Est-ce que c'est un morceau de papier? Est-ce que c'est de l'huile d'olive que le gars a ramené avec lui? Et il faut savoir d'où ça vient. C'est le Et c'est laptop très aussi. compliqué. Alors on nous dit ça n'a pas la même odeur, ça n'a pas la même couleur, enfin la fumée du moins. Enfin bon, tout ça c'est de la théorie, hein. Dans la réalité, je ne sais pas comment on réagirait. Attends, je Mais réponds. quand on est en finale et on a une panne moteur, sincèrement, remettre les gaz, je trouve ça Catholique. pas très safe. Pas très safe. Parce Mais que, justement, pourquoi je non, te dis ça, Sabri, excuse-moi, je te coupe la parole. Pourquoi je te Ouais. dis ça? Parce que ça a Ouais. été évoqué encore une fois par Aldo Stéran qui te dit que les procédures disent ça. Et que non, non. même si Non, il y a aucune, au risque de te... écoute-moi. Il y a aucune procédure qui te dit de remettre les gaz à cause d'une panne moteur. Moi, je la connais pas, cette procédure. Je vais même te donner mieux que ça. On fait des exercices de panne moteur au décollage. D'accord? On décolle, on fait une panne moteur. Dans la checklist, on dit, on rappelle au pilote, éventuellement, tu peux redémarrer le moteur. Ouais. Et on fait l'exercice, ouais, les gars rentrent la procédure, ils remettent le moteur en marche. Ah, super, on a récupéré notre moteur. Et là, on pose la question qui fâche. Quelle est votre décision? On continue ou on revient? Eh ben, en vérité, on revient. Oui. Même si on a récupéré le moteur. Exact. On revient parce qu'on ne sait pas pourquoi il s'est arrêté. C'est ça, la question qu'on doit toujours se poser. Pourquoi le moteur s'est arrêté? Qu'est-ce qui a entraîné un arrêt moteur? Donc, quand on ne sait pas et quand on est dans l'ignorance, moi je reviens, je me pose et je vais voir. Allez, venez technique, moi j'ai eu un arrêt moteur, vérifiez-moi d'où ça vient. Exactement. C'est Attends, très important. صبري C'est très important. on répond وليد ماشي وليد افياتور وليد واحد اخر قال لك هل يمكن تحليل يا خويا شوف وليد ما يمكنش نحلوا نديروا تحليل اللي وقعت باسكو ما عندناش المعطيات يفو لي دوني tant qu'on n'a pas les données on peut pas en parler غير هكذا on peut pas donner هكا une idée à peu près ce que je pense mais sans plus مي ما نجموش نديروا تحليل باسكو دابور اون احنا مريحين في ديالنا وما عندناش كاع المعطيات تاع الحادثه هذه دونك ما نجموش نديروا التحليل صافي ولا كوريكت زعما ان تروك كوريكت pour qui puisse être compris par tout le monde impossible il faut attendre un petit peu ça va prendre un peu de temps mais balak, ils vont peut-être accélérer ça en fonction des données qui vont sortir on saura peut-être dans 2, 3 mois à peu près ce qui s'est passé peut-être un petit peu avant, au moins le premier jet,
Mais on verra. Et je te conseille d'être avec Air Aviation, de temps en temps troll, et tu tapes sur le même incident, enfin l'accident. Chaque fois من يديروا يكتبوا en jaune, يديروا highlight زعما les données اللي عندهم. Au fur et à mesure qu'ils ont des données, ils les publient تما sur Air Aviation. هذا ما كان. Et sans plus, on peut pas زعما. Sinon, on va induire les gens en erreur pour rien ou la gueule parce que non, c'est pas une question de le ménage. D'ailleurs, Tu l'orthographie comment, regardez la checklist. Hérald? Ouais. Qui veut faire Tu l'orthographies comment? On va le mettre sur le chat parce que tu le dis souvent, Hérald Aviation. Les Herald Aviation avec un H. Herald. Herald. Hérald. Aviation. T-H-E, Herald Aviation. H-E-R-L-A. Je viens de le mettre, là, je viens de le mettre. Très bien. Farid, par ailleurs, il y a même une application. Je réponds pas à Nordé. Il y a même une application. Il y a même une application Herald Aviation. Ouais. Alors, je sais pas si elle est payante sur comment ça s'appelle, le système Android, ou elle est payante sur le l'iPhone. Franchement, je sais plus. Mais tu peux obtenir ça. Et là, tu as des informations régulièrement sur tous les incidents qui arrivent. Il y a une version, je crois, gratuite, mais qui n'est pas très actualisée. Et il y a une version payante qui, elle, par contre, tu as toutes les données. Mais Herald Aviation ne font pas, Ah non. comment dire, ils font pas d'analyse de l'incident. Ils signalent. Exactement. Ils signalent les incidents, c'est tout, hein. Et vous avez la possibilité. C'est quoi l'application? Ben, vous avez la possibilité sur Air Aviation de cliquer sur n'importe quel incident ces derniers jours. Et vous avez le listing. Il y a un listing. D'ailleurs, le C, ça veut dire accident, c'est en rouge. Le A, c'est incident. Le R, c'est des reminders, etc., etc. Et les gars peuvent avoir une idée à peu près empirique de ce qui s'est passé. Des fois, il y a des vidéos dessus, il y a des images. Enfin, Tu nous as pas donné le nom de l'application, Sabri. Herald Aviation application. Herald Aviation, c'est la même chose. Non, mais l'appli, d'accord, c'est une appli Herald Aviation. Ok, d'accord. Okay. Ah, c'est l'appli qui s'appelle Excuse-moi, Herald Walid, j'ai coupé Aviation. la parole. Je voulais te rajouter, en fait, c'est que en cas de problème, surtout de feu, que ce soit feu cabine, feu moteur, quoi que ce soit, il te demande toujours d'attirer le plus tôt possible. Enfin, en tout cas, sur la checklist que j'ai. J'imagine que les gros appareils aussi. Ben, oui, de préférence, oui. Parce que, écoute, quand tu as un feu, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va s'éteindre. C'est pas dit qu'il va s'éteindre. C'est pour ça qu'il y a deux percussions. Donc, c'est pas dit qu'il va s'éteindre à la deuxième percussion. Si c'est éteint. Je dirais, Norden, D'ailleurs, je dirais même plus. Même si le feu s'est éteint, il vaut mieux atterrir le plus tôt possible. Voilà, exact. Un feu peut redémarrer de lui-même, hein, Oui. même s'il est éteint. Exact. Il y a de l'incandescence d'ailleurs, c'est arrivé. à gauche, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, oui, je vois. Attends. D'ailleurs, c'est arrivé à JB aussi. Il a percuté 2 fois et ça s'est éteint. Hein. Ouais, En ouais, plus, c'était une fausse alerte, le problème. voilà. Voilà, en fait, ça c'est feu électrique, landing as soon as possible, cabin fire, landing as soon as possible. En fait, c'est toujours. Pourtant, c'est un C-130, hein, donc c'est quoi, c'est quoi comme avion ça? C'est un Cessna 150. C'est un 150. Ouais, Ça m'a entreloupé deux beaux temps. Hein, ça m'a- c'est ça. Tu as une question de Pablo Nordine, Walid. Bonjour, commandant. Est-ce qu'un feu peut arracher une... Ben, si ça se consume, je ne sais pas que ça arrache, elle va brûler et c'est pas que l'aile qui va s'arracher, hein. C'est l'embrasement total de l'appareil. Donc, voilà, un peu au niveau du réacteur, par contre,
quand il est signalé et il va biper dans le poste comme quoi il y a un feu, que ce soit sur le gros avion ou les petits ou n'importe, qu'il y a un feu moteur, donc il y a une procédure à faire, il faut éteindre ce feu. Éteindre ce feu, faire sa checklist et revenir se poser. Bon, maintenant, si le feu persiste, il faut se poser le plus vite possible, quel que soit X, dans un champ, n'importe, parce que généralement, proximité d'un aéroport, de préférence, parce que dans le cas où il y a un gros problème, au moins qu'ils retrouvent les corps. Et nous disent à proximité d'une civilisation, surtout s'il n'y a pas un aéroport à côté. Voilà. Bon, arraché. Alors, juste pour te confirmer, l'application, ça s'appelle The Aviation Herald. Ok? Et ça vaut 14 euros, je pense, l'année, l'abonnement. Ok. Merci. Mais sinon, tu peux avoir des idées comme ça, tu rentres sur Google et tu mets Herald Aviation Herald et déjà sur Google, tu as déjà pas mal d'informations. Non, mais ce qui est intéressant, Nordine, là, c'est que il y a des alertes. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Bon. Et tu sais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on te donne même les conditions météo. Toutes les conditions météo qu'il y a eu ce jour, au niveau de l'aéroport, l'approche de ceci, à différents moments, le tard, mais tard. Et donc, il y a des gens dans le chat, donc il y a des gens qui discutent, il y a une interaction. Des avis diffèrent, des trucs, il y a des gens qui donnent leur avis, il y a des gens qui racontent n'importe quoi, et c'est un petit peu normal parce que c'est des profanes, mais il y a des gens qui sont plus alertes que d'autres et qui ont peut-être plus de connaissances, ou bien c'est des anciens pilotes, ou bien des mécaniciens, ou des contrôleurs, ils donnent leurs avis, il y a des experts. Bon, c'est quand même un truc à lire quand tu vas avoir un premier jet d'une information. Absolument, ouais. Très intéressant. Ceci dit, ils font pas de l'expertise, ceci dit. Ils relatent les faits. Ils te donnent l'immatriculation, l'avion, l'aéroport, le jour, la date, l'heure, et les conditions météo, et une trace pratiquement sur photo, le site, etc. Et ils relatent. Après, les gens dans le chat discutent. Ils discutent de tout et de rien en même temps. Voilà. De quel site vous parlez là? C'est un peu comme un Notam. The Aviation Herald. Herald Aviation. Herald, ouais, d'accord. Ah bon, parce qu'il y a un chat aussi. Enfin, non, c'est pas un chat, c'est pas un live. C'est un chat écrit. C'est un chat. Donc d'accord, ok, oui, d'accord. Tu peux même pas interagir. Il y a le truc, comment tu peux donner ton avis et bon, en général, c'est en anglais. Hein. Il faut donner son avis et il y a des réponses. Alors, ça, c'est intéressant. Avec toi, il y en a qui sont peut-être pas d'accord, etc. Moi, je trouve que c'est intéressant des fois quand c'est des trucs comme ça. Bon. Moi, je l'ai utilisé surtout en 2014. Mais bon. Il y a Hamza qui nous dit « Je pense que je dois sortir le gros billet pour devenir pilote ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça coûte cher, c'est vrai. C'est vrai, ça coûte cher. Ça coûte cher, oui. Surtout en ce moment, ça coûte très cher. Mais bon. Quand on aime, on compte pas. Blo Emilio, il nous dit, est-ce qu'un feu peut arracher une aile? Ça dépend, oui. Si le feu prend sur un réservoir d'aile, par exemple, et voilà, ça peut le faire. Un réacteur qui explose peut endommager une aile complètement, la disloquer en partie, en tout cas. On y a répondu partiellement. Alors, j'ai vu une photo d'un avion pendant la Deuxième Guerre mondiale, un bombardier, qui a réussi à rentrer, alors un quadrimoteur, il a réussi à rentrer avec l'aile à partir du moteur, c'était sur l'aile gauche, donc à partir du moteur numéro 1 jusqu'au saumon, qui avait disparu, carrément. Et il avait la moitié d'une aile d'un côté, et de l'autre côté, il y avait l'aile entière. Et alors la photo montre bien l'aileron qui reste, à quel point il est levé. Hein.
mais je ne sais pas dans quelles conditions ça a dû se produire, hein. Enfin, je sais pas, je pense pas que ce soit une photo, un photomontage, mais franchement, ça doit pas être évident, hein. Ouais. C'est clair. Il y a Perle et Merveille qui, bonjour commandant, très ravi de vous suivre. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Allez-y, Perle et Merveille. Ouais, elle dit dans quel cas un avion peut. Attends, j'ai vu passer une question. Dans quel cas un avion peut-il atteindre l'accélération de C'est Coriolis? ça? Alors non, non, l'accélération de Coriolis, c'est pas l'avion qui risque de l'atteindre. L'accélération de complémentaire, la Coriolis, on appelle ça l'accélération complémentaire de Coriolis. C'est une accélération qui fait tourner les mobiles vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Stop et fin, voilà. Et tout avion tout mouvement se produisant tend à suivre cette accélération complémentaire, qui est en fait un mouvement apparent par rapport à la Terre. Donc il n'est pas question d'atteindre une accélération ou quoi que ce soit, pas du tout. On y est soumis, même quand on marche à pied, on est soumis à l'accélération complémentaire de Coriolis. Hamza, oui, en plein vol, si tous les réacteurs s'arrêtent, oui, il y a moyen de survivre dans la mesure où il y a une checklist adéquate pour ça. Lost of all engine, c'est-à-dire que tu peux les perdre. Et on est à haute altitude, niveau 350, 360, 380 ou là. Il y a toutes les procédures à faire, il y a une vitesse minimum à respecter pour se mettre en descente, et en même temps redémarrer les moteurs. Bon, maintenant redémarrer les moteurs, il y a des cas où il démarre, il y a des cas où il ne démarre pas. Maintenant, s'il démarre au moins un, c'est déjà à moindre mal. Le gars peut revenir facilement et se poser sur un aéroport avoisinant. Maintenant, si, avec tous les essais, les moteurs ne repartent pas, eh ben, il y a une technique pour venir se poser sans moteur sur un aéroport avoisinant. Et dans le cas vraiment extrême, se poser eh ben, en plein champ ou là, sur la mer. Mais bon, la survie dépend de la façon et du doigté de faire, le moyen de faire, c'est tout. D'appliquer ou non, de bien faire sa procédure ou pas. Mais en général, la perte de tous des deux réacteurs ou dans les trois réacteurs, c'était prévu par tous les avionneurs. Et que bon, voilà, il faut essayer au plus vite d'en démarrer au moins un pour pouvoir. En général, d'ailleurs pour l'exemple, il y a si par exemple à une advertence, un avion est pris dans une tourmente de cendres volcaniques, les moteurs vont s'arrêter, par principe. C'est pour ça qu'il faut faire une déviation rapide quand il y a par exemple une région où il y a une éruption de volcan. Et il y a même des haches notables pour ça. Ils avertissent s'il y a par exemple des volcans qui sont en activité et tout, parce que les cendres hindoues sont vraiment néfastes pour les réacteurs et pour les pare-brises des avions, et même pour la carlingue elle-même. Mais bon, surtout ce qui est important, c'est les réacteurs. Bon, on a vu déjà, il y a un cas d'ailleurs, si vous rentrez sur Air Navigation, tapez accident, enfin, incident dans un volcan, ou là sur Air Crash, vous allez voir qu'il y a un avion qui est rentré dans un nuage de poussière comme ça, de cendres volcaniques. Il a eu les deux moteurs éteints de réacteurs. Bon, ben, ils se sont mis en descente, ils ont fait la procédure. Ils commençaient à démarrer en séquence un des réacteurs. Ils en ont récupéré un seul déjà. Et ils sont repartis. Bon, voilà. Ils sont revenus se poser. Le chat, hein. Quand ça pose des questions, ça s'arrête pas. Pourquoi Air Algérie utilise encore des avions de type Fokker qui sont dépassés? Il n'y a pas de Il n'y a Fokker. pas de Fokker à Air Algérie, il y a des ATR. C'est Isha qui pose la question. Quel conseil pourriez-vous me donner pour trouver un domaine adapté à ce diplôme? Vous avez trouvé un domaine adapté à ce diplôme. En génie mécanique, spécialité énergétique. Exact. Je ne connais pas cette filière. Personnellement, je ne peux pas donner de... Un incident causé, un avion à cause des débris de niveau de tarmac qui est Un responsable de incendie, un incendie. l'incendie. Un incendie causé à l'avion à cause d'un débris
au niveau du tarmac. Qui est responsable? Ben, c'est d'abord le débris. Le débris, bon, en général, si c'est un truc visible, ben, il va être signalé. Mais sinon, il y a je sais pas comment, est-ce que c'est les flycalls là, qui font la tournée de ces aires-là pour vérifier s'il y a des débris à droite à gauche. Mais bon, généralement c'est l'aéroport. Mais l'incendie, pour qu'on arrive à l'incendie, c'est que vraiment il y Est-ce est. qu'il fait par référence au Concorde, peut-être? Non, on a dit que c'est sur la piste. Ouais, Sur la piste, bon, il y avait la lamelle du Continental. c'est ça. À la Peut- visibilité, c'était quasiment impossible qu'ils puissent voir cette lamelle hein, de Concorde. Et en plus de ça, ce qu'il faut D'ailleurs, savoir, JB a c'est que répondu, hein, je pense, cette lamelle, l'autorité. dans ce cas-là, ça serait d'abord l'autorité aéroportuaire en premier. Deuxièmement, ça serait la personne qui aurait laissé ce débris ou qui ne l'aurait pas ramassé, c'est-à-dire la compagnie assistante si ça se produit sur un parking ou un truc comme ça. Voilà, c'est des trucs. Enfin, c'est très difficile à déterminer, mais de toute façon, c'est l'autorité. Enfin, c'est d'abord et avant tout l'aéroport. Il y a Alicia qui pose une question. Quelle est la portée maximale du VOR? Si ma mémoire est bonne, c'était 1,23 en nautique, hein, en 1000 marins, c'est 1,23 racine de H plus H'. H étant la hauteur de l'avion et H' étant la hauteur de l'émetteur, VOR. Voilà. Donc c'est à peu près 10% de plus que la portée optique. Voilà. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, quand on vole aux alentours de 10 000 mètres d'altitude, on reçoit un VOR aux alentours de 150, 160 nautiques, c'est-à-dire 300 km à peu près. Voilà. Ouais. Bing, bing, et tous attention, ça va être enregistré dans la boîte noire. C'est imposteur, imposteur, imposteur. Dans Visible C'est notre Spectrum, ami, là, c'est notre ami marseillais. la plaquette qui s'est trouvée sur la route du Concorde, c'est vraiment pas de chance. Donc c'est d'autant moins de chance qu'au départ, cette pièce était fabriquée en aluminium. Exact. Et comme elle avait tendance à se foutre en l'air rapidement, aux techniques c'était de la compagnie américaine United, ou je sais pas laquelle compagnie qui a, pardon, Continental. Continental, aux techniques de Continental, ils ont décidé que cette pièce, ils allaient la remplacer par une pièce qu'ils ont fait eux-mêmes, qui était en acier beaucoup plus solide, etc., pour que ça arrête de se casser. Donc, si vous voulez, si cette pièce, il a été démontré que si cette pièce avait été la pièce d'origine en aluminium, elle n'aurait pas causé quoi que ce soit, parce qu'elle aurait été écrasée par le pneu du Concorde sans aucun problème. Et le fait qu'elle ait été je crois qu'elle était faite en titane. Et le fait qu'elle ait été faite, en tout cas, dans un métal beaucoup plus solide, eh ben, c'est ça qui a provoqué la catastrophe. Comme quoi, le diable se cache dans les détails. Et encore, là, elle a arraché un morceau du pneu qui a percuté le réservoir. Oui, ça a été un billard à 3 bandes, quoi. C'est une suite terrible. Hein. Comment doit réagir le pilote sachant qu'il n'a pas de bonnes infos? C'est-à-dire, M. Auberge, quelles infos? Ben, s'il n'a pas les bonnes infos, c'est qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, comment veux-tu qu'il réagisse s'il n'a pas l'information? Ben, s'il a la bonne information, ben, il va réagir en fonction de ce qu'il a comme information. On utiliserait une métaphore aéronautique. Les emmerdes arrivent, ils arrivent en escadrille. Elles arrivent en escadrille. Ah, ben oui, mais c'est ça la loi C'est le des cas en ce emmerdes. moment. La Maillot, comment c'est possible que les roues ne sortent pas? Alors, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Par exemple, sur les avions qui ont des trappes de train, donc il faut que les trappes de train s'ouvrent pour que le train d'atterrissage sorte. Il est possible que un vérin de trappe de train ne fonctionne pas, par exemple.
auquel cas, ben, il va y avoir une difficulté à faire sortir le train d'atterrissage, par exemple. Et tout à l'avenant, il peut y avoir plein de. On a eu, nous à la compagnie, on a eu un cas où il y a un vérin de porte de train qui a cassé et qui s'est étendu et qui passait en fait sous le train d'atterrissage et qui empêchait celui-ci de descendre. Voilà. Il y a plein de raisons pour lesquelles le train ne sortirait pas, mais enfin, qu'il y ait un problème. Mais maintenant qu'on ne puisse pas du tout le sortir, les causes sont vraiment les probabilités pour qu'on ne puisse pas du tout sortir le train sont très très faibles. Grusberg, j'ai pas vu ce que tu avais écrit. Tu sais, la question, ouais, non, Kruiserberg, justement, c'est là où j'allais en venir. Il te parle du Rio, À la sonde la sonde givre du Air France de Pitot. Rio-Paris. Hein. De Pitot. C'est ça les mots. Oui, bon. Là aussi, c'est une mauvaise info des appareils embarqués. Mais là aussi, il y a un traitement. Bon, cette histoire de Rio est une histoire où le rapport final est sorti, il est classé. Je vous invite d'aller le voir en vidéo, c'est explicite. On n'est même pas là pour faire le procès de qui que ce soit et de quiconque. Ils ont eu de fausses informations, effectivement, mais qu'il fallait traiter à l'instant T, et c'est bien expliqué dans la vidéo. Oui, Question, effectivement, moi je me permets de répondre. Oui, justement, est-ce que est-ce que lorsqu'on perd le moteur droit, on doit sélectionner le palonnier gauche? Et il y a- c'est la loi du pied On mort, hein, sélectionne pas. de la jambe morte. On sélectionne pas un palonnier. On Oui, c'est ça. sélectionne pas un palonnier. On appuie dessus ou on n'appuie pas dessus. C'est tout. Et on appelle Effectivement, Simplement, si on perd le moteur droit, il faut appuyer sur le moteur gauche, sur le palonnier gauche. Oui. et on dit communément moteur mort, pied mort. voilà, moteur mort, pied mort, c'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà. Sur les Boeing et les Airbus, il y a un trim ou pas pour ça? Bah, d'abord, il faut annuler le mort et ensuite trimer. D'accord. On ne trime pas complètement l'effort. Non, Quand on est en manuel, on ne annule. trime pas complètement l'effort. Pourquoi? Parce que quand on est en approche, par exemple, on fait une approche avec un moteur en moins. Le dosage du palonnier du côté du bon moteur va être fonction de la poussée que ce moteur débite. Donc, on sera en poussée dissymétrique tant que on a une poussée positive sur le moteur qui reste. Mais au moment de l'atterrissage, quand on va réduire le seul moteur qui nous reste, on n'aura plus de poussée asymétrique. Donc, et si on garde le trim, l'avion va partir de l'autre côté. Et c'est pour ça. Et donc, et c'est pour ça qu'en courte finale, quand on fait un atterrissage avec un moteur en moins, à 500 pieds, on dit trim à zéro. Le trim de direction doit être mis à zéro. On l'appelle au neutre. Voilà, trim au neutre, comme ça, il n'y a pas de problème. Et en cas de remise des gaz, avec un seul moteur, eh ben, remettre du pied du côté du moteur, du bon moteur. Et on ne trimera qu'après, absolument. Après avoir annulé l'effort. On peut voir la vidéo sur YouTube. Tu peux le voir sur YouTube, l'ami Belkhenich. Sur YouTube, tu tapes Air France Rio et tu vas le voir. C'est dans le domaine public, de toute façon. سلطانة أسماء تحياتي من قطر تحياتنا متبادلة ليس مجالي لكن يعجبني الضيف حلم حياتي ولكن ما قدرتش نحقق ميسون كثير كتديز Ce n'est jamais trop tard. Non, visible Spectrum qui demande ce qu'il a vu durant sa carrière, un des deux moteurs. Un des deux moteurs, oui, mais les deux moteurs, non, sauf au simulateur. Un des deux moteurs, oui. Moi, j'ai vu 5 fois un moteur arrêté dans ma carrière. Voilà. C'est sur 3, hein. Sur 3, j'ai mis. Sur 3 moteurs, j'en ai perdu à chaque fois un. Et une fois, au début, j'avais un moteur et je l'ai perdu. C'était mon premier moteur, une longue série.
Mon rêve 2025, c'est de pouvoir déchiffrer ce que nous souffle le pilote dans le micro de temps à autre, de temps en temps. Ben, imposteur, ça dépend du PA, du public adresse dans lequel parle le pilote. Des fois, c'est un petit peu saccadé. Des fois, il y a de l'effet Larsen, des micros et tout. Donc, c'est pour ça que les gars. Et des fois, le message est balancé rapidement. Bon, donc des fois, c'est vrai que c'est. Même nous, quand on est en passager, ou là, des fois, bon. Là, des fois, il m'arrive de faire la remarque au gars, je lui dis, on t'a pas bien entendu, ou quelque chose comme ça. Bon. Et encore, c'est pas si important que ça. C'est le plus important, c'est de comprendre l'ATC pour nous. Bon, c'est clair. Et puis un vol mal Constantin, le pilote, il n'arrivait pas à se poser, il a remis les gaz. Ça peut arriver, il a remis les gaz à Constantine, et ben c'est pour plusieurs raisons. On ne les connaît pas, nous, mais peut-être avec le vent a changé, ben avec, il y avait trop de vent de travers, il y a beaucoup de bellec là-dedans. Hein. Constantine, de toute façon, Je te dirais même Constantine, plus. par exemple, Constantine par vent du sud, par exemple, il y a une aérologie qui est telle qu'il y a énormément de turbulences. Moi, personnellement, dans toute ma carrière, j'ai eu 5 approches avec vent du sud à Constantine. J'ai réussi à me poser que 2 fois. Les 3 autres fois, j'étais obligé de remettre les gaz. C'était injouable. Voilà. Esma, salut. Ben, ça se gère, il y a des techniques. Comment ça se gère un vent de travers dans un atterrissage? Il y a des techniques d'atterrissage en vent de travers que tous les pilotes font au simulateur. Et bon, mais là aussi, Il y a side slip ou forward slip. Ça dépend de... il y a plusieurs techniques. Sinon, remise des gaz. Mais quand le gars est préparé, généralement, il n'y a pas de problème. C'est en respectant bien sûr les limitations de vent de travers de l'avion en lui-même, ça pose pas de problème en général. Honnêtement, quand c'est bien fait, c'est très amusant. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Quand c'est faisable et quand on fasse un atterrissage en vent de travers, c'est très. Si on est bien rentré, c'est très très bien. On fait généralement, on fait généralement de bons atterrissages en vent de travers. Ouais. Parce qu'on est tellement concentré sur le truc que comme disent les Américains, you fly the aircraft all the way down to the ground. Exactement. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on fait un atterrissage vent de travers, on ne fait pas un flair et puis on se dit, OK, bon, ça va se passer. Non, non. On pilote jusqu'au bout parce qu'on sait qu'on a quelque chose à contrer. Et donc, on est là à poser le train dans le vent directement bien et on sait à quel moment on va le poser. À part le Surtout quand on fait très bien l'avion, on le sent. Ouais. Il n'y a pas de soupape dans les avions. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de soupape? Oui, sur les moteurs à piston, il y a des soupapes. Ouais, Oui, parce qu'à des pilotes, je pense, à des monomoteurs. Peut-être, De oui. toute façon, un mauvais réglage des soupapes sur un moteur à piston, ça veut dire perte de puissance. Hein. Donc, il va tousser. c'est mauvais. C'est comme si tu avais un mauvais réglage de soupape dans une voiture aussi. Hein. Mais c'est à piston. Mourad devait être avec nous, mais il n'y est pas. Il a fait un sim ce matin, à 6 h du matin. Oui, j'ai vu, oui, qu'il avait fait un simulateur de bon matin. Ouais. Ouais, il a été se reposer un peu quand même, non? Il se reposer, il est 18h24. Il a fini. Et tu lui comptes les heures de sommeil. Il a fini à 10h. Ou avec il se repose. Avec il se repose. Et il nous avait dit à demain, hier. Effectivement. Ouais, vous avez dit à Là, demain. il se repose pas beaucoup. Hein. Quand elle est en escale, il se repose pas trop. C'est un char, moi, c'est un char d'assaut. Ouais, il a toujours été comme ça. Hein. Ah ouais, il a toujours été comme ça. Voilà, oui. Ben là qu'il a été interdit de dehors. Imaginons un atterrissage en. Ah, peut-être, hein, c'est possible.
Bon, on atterrit, en général, on atterrit toujours vent de face, hein, vent de face. Mais imaginons un atterrissage bon, par rapport à, je sais pas moi, un go-round, puis qu'on est obligé de faire un 180 et pas 180, de se poser de l'autre côté de la piste. Et en ayant un vent arrière. Qu'est-ce qui peut se passer? Bon, déjà, je pense que tu n'atterriras jamais à l'endroit où tu dois te poser, puisque le Non, vent tu arrière te atterris au fera plot. avancer. Ça n'a rien à voir. Non, non, Et non. comment ça va se passer? Tu vas te poser au plot. C'est pas, si tu pilotes bien ton avion, tu vas te poser au plot. Sauf que ta vitesse sol sera plus grande. Ouais. La vitesse sol qui est égale à la vitesse propre plus la vitesse du vent dans ce cas-là. Donc si tu veux, si tu te poses à, on va dire, à 120 nœuds, et que imaginons que tu te poses à 120 nœuds et avec 10 nœuds en face. Avec 10 nœuds en face, d'accord? D'abord, on va se poser face au vent. Ça veut dire que ta vitesse par rapport au sol, elle est de 110 nœuds. 120 moins 10. Donc, tu vas te poser à 110 nœuds et donc ta décélération, elle se fera par rapport à 110 nœuds. Non pas par rapport à 120 nœuds, elle se fera par rapport à 110 nœuds et donc tu t'arrêteras selon la formule V2 moins V02 égale 2 gamma X, pas de problème. Si maintenant tu viens dans le QFU inverse, tu es à 120 nœuds et tu as 10 nœuds arrière, tu vas te poser à 130 nœuds. En ayant la même décélération, tu auras donc une distance d'atterrissage qui sera plus longue. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Mais ça ne va pas t'empêcher de poser au plot. Hein. Mais il faut savoir que chaque avion a une limitation vent arrière à l'atterrissage et au décollage. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant... Mais c'est surtout par rapport à la longueur de piste qu'il faut voir. Voilà. Et maintenant, toutes les compagnies s'accordent à se dire, enfin, même les contrôleurs et tout, quand il y a 10 nœuds supérieurs à 10 nœuds arrière sur un truc qui change de piste, pour ne pas, parce que quand 10 nœuds ne veut pas dire, ça veut pas dire 10 nœuds exacts. Tu sais, ça peut augmenter 10, 12, 14, 15, ensuite ça diminue 10, etc. Donc ils s'accordent à dire, quand il y a plus de 10 nœuds, ils changent de QFU, de longueur de piste. Bon, quand tu fais un contre-QFU, effectivement, il faut s'arranger à ce que la piste soit longue et que tu puisses t'arrêter de façon adéquate, quoi. Mais justement, atterrir au plot, ouais, on dit atterrir au plot, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, bon, c'est quand même assez rare quand même, hein, les gens qui atterrissent au plot, hein, ils dépassent souvent. Hein. Non, généralement, quand c'est bien fait sur le plan et sur Toujours Max. au plot. Toujours au plot, hein. Avec celui qui cherche le kiss landing au max, il a tendance à brouter un peu de la piste pour essayer de faire un flair max, un flair vraiment lent. Et donc, mais bon, c'est au détriment de la longueur de piste aussi. Non, Pablo et Emilio, pratiquement toutes les situations, presque, je dirais, presque toutes les situations sont passées en revue au simulateur. Et même pire, il y a des choses qui ne peuvent même pas arriver en vol, qui sont, si tu veux, simulées. Mais bon, toujours est-il que ceci n'empêche pas cela, comme dirait l'autre. Hein. Donc, ça ne veut pas dire parce que tu as tout fait comme exercice que tu puisses pas avoir un problème, que tu ne puisses pas gérer à un moment donné. C'est ce qu'on dit toujours, hein. Depuis le début de cela, ils vont le dire. On est un bon pilote jusqu'au moment où on rencontre la situation qu'on n'arrive pas à gérer. C'est tout. Exact. Ça nous amener à beaucoup d'humilité. Ce qui ne veut pas dire aussi que face à une situation ingérable, on soit un mauvais pilote hein, non plus. Hein. Non. Parce qu'il y a quand même aussi des situations. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas dire. Il y a des situations qui sont sur le papier gérables, ou même selon les procédures qui sont gérables, ou qui pourraient être avec un autre équipage qui pourrait être gérable, qui, à l'instant T, avec tel équipage, pour des raisons X, Y ou Z, pour ce qu'on appelle des contextes inducteurs, font qu'elles deviennent des situations ingérables. C'est tout. On a vu des avions cracher parce qu'ils ont perdu un moteur au décollage, alors que la perte d'un moteur au décollage, normalement, c'est quelque chose qui est maîtrisé, etc. Bon, eh bien, il suffit qu'il y ait des contextes inducteurs
donc qui affectent les mécanismes cognitifs, donc la performance de l'individu à l'instant T, et qui vont faire que cette situation qui normalement, dans des conditions normales, est tout à fait gérable, et ben à ce moment-là, eh ben, elle est devenue ingérable pour cet équipage pour des raisons qui sont X, Y ou Z, c'est tout. Hein. Non, très intéressant ce que tu dis là. Très, très intéressant. À l'instant T, justement, il peut y avoir un environnement défavorable. C'est même pas seulement à l'instant T, il peut y avoir à l'instant T moins delta T. Le gars il est en instance de divorce, par exemple. En instance de divorce, il a la tahmima qui fonctionne. Il va avoir la moindre panne, il va pas être dans les fenêtres pour régler ce problème, par exemple. Ou bien le gars il a eu un décès dans sa famille ou la haja, on ne sait pas. Le stress, le niveau de stress d'un individu ne se mesure face à la situation à l'instant T, mais pas seulement vis-à-vis de la situation elle-même, mais également vis-à-vis de tout un passé qu'a l'individu. Donc, on peut très bien, à Absolument. l'instant T, se trouver dans une situation où nos performances sont amoindries par des contextes induits. Bon, on n'ira pas de dire jusque ça, on n'ira pas jusque-là, Pablo Emilio. Non, c'est Dans pas ce une cas, question de caractère du Emilio pilote. Lodier, Il ne faut pas le confondre. caractère du pilote et non Il y vos a, compétences. si vous voulez, Non. il faut bien comprendre une chose. Il faut bien distinguer compétence et performance. La compétence, c'est ce que l'on a appris à faire. Ce que l'on a appris théoriquement, pratiquement, etc. Ça nous donne des compétences. Je suis ingénieur en informatique. Je sais travailler, programmer en COBOL ou en Fortran ou qu'en sais-je encore. Pas de problème. Ça, c'est des compétences. Maintenant, la performance, c'est le niveau de qualité auquel, à l'instant T, on est capable de mettre en jeu, d'utiliser ses compétences. Et ça, la performance à l'instant T, elle dépend d'énormément de facteurs. Des facteurs environnementaux à l'instant T et des facteurs aussi qui peuvent être extérieurs et antérieurs. C'est un peu comme les sportifs. Ils ont des compétences, mais ils ne sont pas tout le temps performants. Il fait mauvais, je suis obligé de dérouter. Très bien. Ce qui est important, les paramètres à prendre en considération, c'est les raisons pour lesquelles il faut dérouter, la météo du terrain où on devait se poser et où on peut pas. Donc, la météo du terrain de dégagement, la longueur de la piste, si on a une assistance, si on n'a pas d'assistance, etc., etc. Il y a tout un ensemble de critères de choix. Si maintenant on fait intervenir des critères qui ne sont pas des critères prioritaires, par exemple, je suis vraiment dans la panade, j'ai plus beaucoup de carburant, etc. Si je me pose la question de dire ah non, je vais pas aller sur ce terrain parce que là les passagers il va y avoir un problème pour leur traitement parce qu'il y a personne, alors que pendant ce temps-là je suis à court de carburant, je fais intervenir des paramètres qui n'ont rien à voir avec le cœur du problème, et à ce moment-là, je suis en train d'avoir une performance qui est diminuée parce que je prends en considération des paramètres qui ne sont pas pertinents par rapport à la situation. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Philippe, tu as Netflix? Philippe, Oui, j'ai un Netflix, ouais. alors je t'invite Oui, j'ai Netflix, oui. je t'invite à regarder la série Departure Vuelo 716, départ vol 716. C'est une série de 6 épisodes à peu près. Regarde, là, elle est super bien. Départ du vol 716. Et Je vais regarder. ça parle justement Le départ du vol 716, ok. ça parle justement d'un cas, c'est une histoire réelle, hein, donc c'est sur une enquêtrice sur les crashs d'avion, trucs et tout, et qu'un avion, donc je vais pas te raconter l'histoire, regarde là, tu vas voir, tu vas bien t'amuser. Il faut pas divulgacher, hein. Il faut pas divulgacher.
Il y a beaucoup d'accidents d'avion en Russe, ça brûle l'aéroport d'Antalya, oui, bon, Tani, oui, on l'a vu aussi, oui, bon. Et tu sais, Brahim Boulali, je t'ai dit, hein, c'est comme ça. Les pilotes, ça va pas leur heure de vol, non, c'est pas, oui, c'est vrai que plus le gars il a de la bouteille, plus c'est bon. Ça veut dire qu'il accumule de l'expérience, mais ce n'est pas un critère pour dire que, pour déterminer la valeur d'un pilote. Il y a aussi C'est le ce que type j'ai des dit. heures de D'ailleurs. J'ai vol. répondu par écrit, j'ai dit le nombre d'heures de vol, oui, mais c'est pas tout. Hein. Ouais, ouais. Il y a aussi le type des heures de vol aussi qui joue. Quelqu'un qui a 10 000 heures sur un monomoteur, c'est pas comme quelqu'un qui a 10 000 heures en multi. Non, il a. Attends, le gars qui a 10 000 heures sur monomoteur, il a des compétences qu'un gars qui a 20 000 heures sur jet n'a Exact, pas. exact. Donc, on peut pas dire, on le sait très bien, par exemple, pour les écoles de pilotage, etc. C'est pas des anciens pilotes de ligne qui peuvent faire des bons instructeurs de base, hein, par exemple. Parce que piloter un avion de ligne n'a rien à voir avec le pilotage d'un monomoteur ou d'un bimoteur léger. Hein. Et tout à l'avenant. Donc, non, les heures de vol, c'est une chose. Il y a tout un ensemble. Hein. Et puis, il y a l'expérience que le gars a vécue, les expériences qu'il a eues, etc. Alors, Pablo, Emilio, est-ce que je peux donner un exemple de situation de panique ou pas? Ben, vas-y, tu veux le dire explicitement ou tu veux l'écrire ou je sais pas. Pendant ce temps, la Célina demande à ce que tous les pilotes du monde communiquent avec les taux de contrôle en anglais. L'anglais étant la langue universelle, oui, en général, c'est en anglais. Maintenant, il se trouve que sur quelques pays, qui vont en France, des gens des fois sont en français, des fois en espagnol. Bonsoir à tous. Commandant, Oui, pas mal. Nourdine, commandant JB, Walid. Pas de bruit, hein. Bonsoir, Pablo. Du coup, Pablo, Bonsoir, Pablo. merci. Du coup, je voulais juste poser une question par rapport à la situation, par rapport au caractère du pilote. Si je Pablo, dois donner l'exemple. tu as du bruit, tu as du bruit. Alors, attendez. C'est gênant. C'est gênant. On n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Et là, c'est bon? Il n'y a plus de bruit? Ah, c'est bon. Très bien, parfait. Donc, je disais par rapport à l'avion, si je peux, bien sûr, donner l'exemple, par rapport à l'avion qui s'est crashé récemment, Lequel? Il y en a eu trois. de l'Azerbaïdjan. D'accord, vas-y. Donc, en fait, moi, du coup, je me réfère par rapport aux vidéos, bien sûr. Donc, j'étais pas dans l'avion, je connais pas les circonstances. Donc, maintenant, on a à peu près les infos qui a causé le crash. Donc, dans cette situation-là, parce que c'est pas souvent qu'on reçoit des tirs quand on est en vol. Donc, je voulais savoir, est-ce que le crash n'a pas été vraiment la cause par rapport aux décisions et à caractère du pilote, parce que quand on voit l'avion, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de situation vraiment qui peut causer le crash. C'est juste ça ma question. Merci. Ça veut dire, tu veux dire par là en clair, ils ont fait exprès de se cracher ou là? Écoute, quand tu vois justement, si tu as bien vu l'orbitage, comment ils ont orbité, et les vidéos qui ont été diffusées, tu vois très bien que cet avion peinait, et c'est le mot, peinait à reprendre de l'altitude, peinait à utiliser les commandes, peinait à maintenir une altitude, peinait à monter, peinait à descendre. Et donc, voilà. Donc, je suis sûr qu'ils se sont bataillés jusqu'à la dernière minute parce que ça se voyait, d'après le vidéo qu'on a vu. Maintenant, encore une fois, attendons la confirmation de ces histoires de criblés de balles, de ceci, de cela et tout, pour déterminer en fonction d'un rapport qui sortira. Et celui-là, je pense qu'il va sortir bientôt parce qu'il y a des témoignages. Donc voilà. Mais sinon, ce n'est pas un truc, Ragnar Bentley, il fait des trucs comme ça, non. On voit bien, moi, pénèrement. je prendrais
je prendrais comme exemple un accident qui a été traité, etc. Le 747 japonais, qui avait perdu, du fait de l'explosion du bouclier arrière, qui avait perdu la gouverne de profondeur, etc. Ils avaient d'énormes problèmes de commande de vol, bien évidemment, et ils ont réussi à maintenir l'avion en vol et à le contrôler, etc., en utilisant la puissance dissymétrique des moteurs, l'effet cabreur des réacteurs, etc., etc. Enfin bref, ils ont fait ce qu'on appelle un comportement basé sur les connaissances, c'est-à-dire qu'ils se sont adaptés à une situation pour laquelle il n'existe strictement aucune procédure, et ils ont fait avec, et ils ont pris en compte leurs connaissances, leurs aptitudes, etc., etc. Et là, je pense que ça a été exactement la même chose. L'avion était en mode plus que dégradé, certainement que les commandes de vol ont été affectées, etc., etc. Et les gars ont fait vraiment tout leur possible. Croyez-moi, quand on pilote un avion de ligne, quand on pilote tout avion, et en particulier un avion de ligne, croyez-moi qu'on a conscience que il faut tout faire pour sauver l'avion, pour le ramener sain et sauf par terre. Donc les gars ont dû se battre vraiment jusqu'au bout. Et s'ils se sont crachés, c'est que l'avion était devenu totalement incontrôlable. Voilà. Exactement. Et puis, excuse-moi, Pablo, tu sais qu'un crash, c'est pas obligatoirement quelque chose d'extraordinaire, dans le sens où c'est toujours un moteur en flamme ou quelque chose d'extraordinaire. Tu as des avions que tu vois se crasher, qui n'ont aucun signe visible, pas d'explosion, rien du tout. Là, en l'occurrence, c'était le plan fixe horizontal. C'est les gouvernes de profondeur, c'est tout ce tout ce qui Et tient même l'avion en l'air, quoi, qui a même été touché. l'empennage. Mais sinon, il Même n'y a rien de l'empennage. spectaculaire. Je veux dire, bon, il n'y a rien de spectaculaire. L'empennage. L'empennage et la gouverne. Les deux. Comme c'est un avion qui a les moteurs à l'arrière, peut-être que les éclats de missiles ont peut-être bousillé les circuits hydrauliques. Hein. Alors après, on est dans des trucs où il y a la moitié des commandes qui marchent, d'autres qui marchent pas, etc. Ça devient extrêmement problématique. Hein. Tous les cas qu'il y a eu comme ça, en fait, les pilotes sont obligés de réapprendre à piloter leur avion avec les moyens qui leur restent. Il y avait un B-52, qui avait perdu carrément la dérive. Ouais. Ils ont réussi à le ramener, à le poser, etc. Sans dérive. Alors, un avion comme un B-52, sans dérive, ça ne doit pas être évident. Mais si les pilotes en ont le temps, bien évidemment, ils réapprennent à piloter leur avion avec les moyens qui leur restent. Voilà. Très bien. Pablo, c'est bon? Très bien. Bonjour, Merci beaucoup. Mitchell. Juste un petit détail, juste par rapport justement par rapport au gouvernement. Parce que avant le crash, on a bien vu qu'il a fait une sorte de grand 8 avant qu'il prend la décision d'atterrir. Donc ça peut aussi Non. Ce que tu appelles le grand 8 peut être déterminé aussi par le fait qu'il voulait perdre de l'altitude en gardant tous ses moyens justement de contrôle. Donc, parce que tu vas pas te pointer sur une piste verticale, une piste au niveau 190 ou 200 et te poser, c'est impossible. Donc, l'espèce de 8 que tu voyais comme ça, c'est pour justement essayer de contrôler cet avion, de telle sorte de le ramener le plus possible, le plus proche possible d'une piste et de la terre pour pouvoir se poser. Voilà. Maintenant, au dernier virage, ça a été raté. Et quand ils ont craché, bon, il y a eu 28 survivants, les 28 étaient assis en arrière, comme par hasard, parce que l'avion s'est cassé en deux. Ils sont plus. Et sinon, ils ont tout fait pour essayer de... Déjà, sans avoir perdu des commandes de vol directement. Mais quand on est obligé, par exemple, de piloter en ce qu'on appelle en manual reversion, donc sans assistance hydraulique, avec certaines commandes, par exemple comme les spoilers qui ne fonctionnent plus, eh bien, il faut réapprendre à piloter son avion. Non seulement il est très lourd dans les commandes de vol, parce que comme il n'y a plus d'assistance hydraulique, évidemment, les commandes de vol sont très lourdes, mais en plus de ça, les réactions de l'avion sont différentes, parce qu'il n'y a pas des spoilers qui nous aident
à contrer le Merde. lacet inverse, le roulis est plus lent, etc., etc. Eh bien, croyez-moi que même dans ces conditions-là, qui ne sont pas encore des conditions très très dégradées, c'est des situations qui sont encore dans la normale, puisque prévues par les checklists. Mais déjà là, manœuvrer l'avion, ça devient déjà problématique. Alors j'imagine ce que ça peut être quand on a des commandes de vol qui ne fonctionnent plus, en partie ou complètement, etc. Ça peut être abominable. D'accord. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie pour ces réponses parce que moi j'avais justement plein de questionnements. Est-ce que le pilote c'était par rapport, est-ce qu'il a paniqué, est-ce qu'il a tout fait pour réussir à atterrir? Est-ce que voilà, j'avais plein de questions qui étaient un peu Ah, de toute façon, excuse-moi Pablo, mais de toute façon, il y va de sa vie aussi, hein. oui, Tu sais, bien sûr qu'il a essayé de sauver sa peau, hein, lui aussi. très bien, très bien. Ok, merci. Vous pouvez être sûr d'une chose, Pablo, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que les deux pilotes ont mis toute leur expérience, toutes leurs compétences au service de sauver leur vie. Hein. Très bien. Ben, je vous remercie. En tout cas, merci pour ces réponses et je vous souhaite un bon live et passez une bonne soirée. Je vous écoute comme toujours et comme d'habitude. Merci à vous. À bientôt. Merci de venir. Merci Pablo. Merci. Merci. Et voilà que la 85e minute, un certain Mitchell. Toujours à la même heure. Voilà, Ouais. il a réchauffé. Et il arrive à la Il fin chauffe du le match. trop Il arrive vite. à la fin du match. Non, bah, ça خرج va. خرج خرج Allez. خرج. Il est perturbé, il est perturbé en ce moment. Avec le Covid, les EPR راهم طالعين. C'est un Ça givrage va tout le monde nordine. c'est un givrage des PT2 ou bien? Ah, Il est en train de voilà, péter. je suis avec Covid, là, je suis en plein dedans. Purée. Il est en train de péter tout seul. Il n'y a pas de pété de. Il n'a pas de pété de. Eh, On est resté jusqu'à presque 3 heures du matin avec Aldostérone. On était en train de se ressasser la vidéo avec parce qu'il y a une version qui était en HD et on a vu que yani, malgré ce qu'on peut dire, c'est-à-dire l'enchaînement des événements qui sont passés, c'est vraiment une situation pas très gentille à voir, hein, Bon, Tatou a malgré repris. tout, hein. Elle a repris Tatou. Exactement, qui m'a mois de juillet. Heureusement qu'il y a un Cornelius, c'est l'éclat. Mitchell, on parlait de ça. On a parlé de ça. J'ai vu la dernière vidéo, là, puisque bon, j'ai été notifié sur YouTube, je l'ai vu. Et tous ces propos, quelque part, par exemple, on n'a pas le temps d'en parler. Tu serais venu plus tôt, on en aurait parlé de ça. Ah, Par d'accord. exemple, le fait que les moteurs soient éteints et que les boucles noires ne seraient pas fonctionnelles et qu'il n'y aurait aucune information de ce côté-là, Allez, ça a été contre. allez, allez, s'il te plaît. Maintenant, tu sais, il m'a JB. JB, il a dit une belle phrase. On n'a pas encore, il faut se dire aussi que les rapports officiels, c'est pas les écrits, disons, à 100% vrai, hein. Tu sais, il y a eu des fois des écrits qui ont été manipulés, vous le savez tous. Ouais, Rappelez-vous du crash d'Airbus, chez Monsanto dit l'autre, là, comment il s'appelle Abshaim. Ils ont chopé on va dire que la pression commerciale était beaucoup plus importante que. Moi, ce que j'ai pas aimé مع Aldo, يعني مع les gens, c'est que parce que je sais pas si tu l'as vu sur LinkedIn, طاحوا عليه الجماعة تاع l'establishment هذاك. Parce que maintenant, il faut que ça se passe comme les gens يخموا كاع, c'est-à-dire il y a un genre de lobby, on va dire, disons, intellectuel, وين لازم ما تخرجش منها. Voilà, il faut que ça soit comme ça et pas autre chose. Donc tu vois des commandants de bord soi-disant maintenant وبدا يهضر لك, alors qu'il a bien expliqué, c'était une théorie. Tu vois, donc c'est des théories. Justement, les théories sont faites pour être discutées. Voilà. Je rejoins ce qu'a dit JB. Il avait dit une belle phrase. Pour l'instant, on n'a que une vidéo comme ça qui est très chargée en émotions. Elle est très chargée en émotions. Donc, on verra. D'ici les prochains jours, on verra l'étude des boîtes noires et tout ça. Je pense que... Il faudra que tu. Excuse-moi, Michel, il faudrait que vous la voyiez cette vidéo absolument en ordine, JB, Walid. Tu as vu, donc avec la définition HD, il a pu filmer, enfin, ils ont pu faire un zoom sur le cockpit et tu vois le pilote faire un signe de la main de haut en bas, juste avant
Et ça, ils n'arrivent pas à l'expliquer justement ce signe. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oui, je vais voir ça aussi. Saluer les gens. Ah, c'est marrant, attends le rapport. Attends. N'allons pas vite en besogne. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Nous, on est là pour en parler quand c'est comme ça et c'est tout. Bon, j'espère Non, pas on doit apprendre, justement. Moi, je peux vous dire une chose. Et Nourdine encore mieux que moi parce qu'il a participé à des enquêtes d'accidents encore plus méchantes que ce que j'ai fait moi. Je peux vous dire une chose, pour le moindre incident, quand vous voyez le nombre de paramètres et toutes les discussions qu'il faut avoir pour séparer le bon grain de l'ivraie, Ouais. alors il s'agit de cas relativement simples. Alors quand il s'agit d'un truc comme ça, je vais vous dire que les gars, ils ont du pain sur la planche pour arriver à déterminer exactement qu'est-ce qui a fait quoi, qu'est-ce qui a provoqué quoi, et ainsi de suite. Alors, encore une fois, et c'est toujours notre ligne de conduite à nous qui sommes d'anciens professionnels du truc, on commence par se taire, à ne pas tirer des conclusions, parce que d'abord, on n'était pas dans l'avion, sinon si on avait été dans l'avion, on ne serait plus là pour en parler, et on ne peut pas, de but en blanc, faire la critique de quelqu'un, d'un comportement de quelqu'un, ou comprendre le comportement de quelqu'un qui a vécu quelque chose qui nous est totalement étranger. Même si on connaît l'avion sur lequel ça s'est produit, même si on a des connaissances en aéronautique, on a une expérience, etc., on ne peut pas se mettre à leur place. On peut pas, dans aucun cas, on peut se mettre à leur place. Et comme tu l'as dit avec raison, Michel, même le rapport final peut être entaché d'erreurs. Mais de toute façon, c'est la différence qu'il y a entre la vérité avec un grand V et la vérité juridique, la vérité que l'on a trouvée. Quand quelqu'un passe en procès, il est déterminé qu'il est le coupable. Peut-être qu'il n'est pas coupable dans les termes, ou peut-être qu'il n'est pas coupable du tout, ou qu'il n'est pas coupable dans les termes que le tribunal a décidé qu'il était coupable. Donc il y a une vérité réelle qu'on n'est pas toujours apte à déterminer, et une vérité juridique, judiciaire, qui est une vérité qui est aussi influencée par différents facteurs. Sur ces belles paroles, les gars, Farid, Michel, Walid, JB, Oui, on va décrocher. Je t'invite, Farid, jeudi, va voir le film avec, je te dis, la série. Elle est extraordinaire. ah ouais, je vais le voir tout de suite. Ouais. Tout de Ok, suite. allez, Bonne soirée, les salut gars. les amis, Ok, à plus, salut, bonsoir tout le passez monde. un bon week-end Et à plus. et Salut, ne faites pas les Michel. fous. Allez, Salut. ciao, ciao. Ciao. Salut. Oui, Ciao. ciao.